Donc, mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette début d'été et fin juillet qui est assez particulier comme moment. Il se trouve qu'à l'instant où nous nous parlons, il y a une problématique technique sur le réseau Zoom Microsoft et donc ça doit gêner pas mal d'entre vous qui ont été retardés ou n'accèdent pas ou accéderont plus tard. Donc, j'en suis désolé et nous allons néanmoins commencer pour tenir notre horaire en accueillant notre invité, notre expert de ce mois-ci, qui est Yann Notterdam, que je vais présenter tout à l'heure. Yann est l'un des vice-présidents et cofondateurs de CSR Europe. CSR Europe étant l'organisation interface de l'Union européenne pour les engagements développement durable et RSE en Europe. Et donc, il est à la fois une tour de contrôle de tout ce qui se fait et un ferment, un acteur, un levier vraiment déterminant depuis des années pour faire rentrer la durabilité dans l'économie européenne. Donc, je suis ravi de l'accueillir et il est très, très au fait de tout ce qui vient de se passer dans la mise en place des nouvelles institutions européennes. Donc, il va nous donner à la fois l'information et son éclairage sur ce qui va se passer demain dans l'Union pour repartir d'un autre pied, évidemment, repartir d'un nouveau pied à partir de l'existant du Green Deal et de tous les autres enjeux à prendre en compte, dont compétitivité. Merci encore une fois, Yann, d'être au rendez-vous pour nous faire un point. Euh, alors, je fais la petite introduction habituelle à la fois sur comment nous percevons ce qui s'est passé depuis quelques semaines, euh, les informations qui ont du sens, essayons de comprendre ce qui se passe, et puis en soulignant un peu quelques initiatives qui ont eu lieu ici et là, soit publiques, soit privées, qui montrent un peu comment le paysage dans le monde du développement durable et des entreprises continue de s'agiter avec des avancées et parfois des reculs. Euh, le moment particulier, évidemment, en ce moment, alors c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai un peu dans l'Union européenne, et il est bousculé par les élections qui ont lieu, euh, qui suscitent des instabilités qui sont évidemment mécaniques, des remises en cause, avec, on l'a vu la dernière fois et dans les derniers mois, un peu le développement durable est un peu le bouc émissaire, un peu de pas mal de difficultés. Euh, c'est vrai que c'est un défi qu'on sent monter et que les hommes politiques ont sur la table. Comment concilier la poursuite de la transition avec les autres enjeux financiers, sociaux, etc. Sachant que les forces plutôt droite, extrême droite, populistes vont dans le sens inverse et on l'a vu dans la campagne française récente, une remise en cause de toutes les exigences qui étaient faites à l'égard des PME ou des entreprises sur ce terrain. Bon, voilà. Alors, je citerai le rapport que vient de publier l'OTAN, qui est très intéressant parce que il fait une analyse très précise et un lien entre les stratégies russes, chinoises, euh, de nature aujourd'hui assez déstabilisatrice sur pas mal de plans et la question du climat. Eh bien, pour une fois, là, on a une vision géopolitique qui est très directe et où l'OTAN dit il se met en place une coalition anti-climat qui peut avoir des conséquences très, très importantes, mais de la part un peu du bloc anti-occidental. Et on le voyait, ce débat était là depuis quelques mois, mais il semble prendre une tournure beaucoup plus forte. Et ça, c'est un phénomène avec lequel il faudra compter. Alors, je rappelle un peu quelques signaux en introduction. Euh, une interview qui a été publiée de McCartney, très importante, où euh, avant, il pourrait être le prochain Premier ministre du Canada, mais il se trouve qu'il est aujourd'hui l'ambassadeur des Nations Unies sur le climat et où il considère que la coopération internationale, donc ce que je viens d'indiquer, et à la veille de la COP de Bakou, est quand même en très très mauvais état et que ça, c'est un enjeu majeur. Pour autant, Energy Institute a publié des statistiques et on voit qu'en 23, jamais on a produit autant d'énergie renouvelable. Et donc,
c'est un signe sur l'investissement dans ce domaine. Et en France, on a eu le Common Good Summit qui était très intéressant, mais c'est un festival d'avertissement par les économistes qui pensent que toutes les questions de transition doivent s'intégrer dans un enjeu de gestion de la finance publique en général, qui est très contraignant et ils sont plutôt alarmistes parce que, enfin, il se trouve qu'en France, dans cette affaire, on a été un peu à côté, on a laissé filer les choses. Bon. Alors, je voudrais insister sur trois points rapides en introduction. Un, cette difficulté qu'on ressent à l'intégration du durable dans les modèles, un peu aussi les institutions qui sont à la peine aujourd'hui, et puis quand même quelques évolutions. Il faut faire attention, je le cite ici, il y a un débat nouveau qui s'ouvre sur la démographie où beaucoup disent ah, ben, la démographie va baisser, donc les problèmes vont se résoudre tout seuls, etc. Non, c'est totalement faux. Les études qui sortent sur la démographie montrent effectivement des prévisions qui en baissent, mais pour autant, les questions intergénérationnelles, les questions des déséquilibres intercontinentaux sont là et tous nos enjeux de durabilité sont portés par des problématiques démographiques qui ne vont pas s'effacer. Voilà. Alors, cette difficulté à intégrer dans les stratégies d'entreprise ou des États un petit peu la durabilité, c'est vrai elle est le signe que ben, on arrive dans le dur, quoi. On touche au dur. Et là, c'est très difficile de vendre ça aux petites entreprises, de vendre ça à toutes les catégories sociales en difficulté, avec des tensions de pouvoir d'achat réelles. Donc, il y a une vraie problématique là-dessus, dont je dirais sur laquelle les leaders sont pas très courageux, pour être très franc. Bon, alors je cite, parce que c'est bien résumé, la patronne de Delca qui dit, voilà, il faut que ça soit à la fois juste et il faut faire le job. Ouais, il faut faire le job, mais enfin, euh, c'est vrai que les vents contraires de la géopolitique sont là. Alors, à Aix-en-Provence, aux rencontres économiques, Patrick Pouyanné a jeté un froid à tout le monde, devant tout le monde en disant, écoutez, moi, je ne sais pas faire de la transition moins chère et je la fais au rythme du marché. Voilà. Alors, il ne fait qu'officier, que dire, que répéter ce qu'a dit Total depuis très souvent, mais c'est vrai que c'est quand même un manque de proactivité sur le sujet qui est problématique. Bon. Euh, euh, côté côté des grands experts économiques, je citerai Blanchard, l'ancien patron du FMI, qui montre qu'on peut y arriver, qu'on doit pouvoir y arriver, mais à condition évidemment d'associer dans les modèles le financement de la transition, pas simplement par les États qui ne peuvent pas beaucoup, par le privé et avant tout. Et c'est là où il faut peut-être être un plus inventif. Alors, dans un contexte américain qui est en train de tourner à l'avantage de Trump, et où on voit les grands patrons américains courir derrière lui. Bon. Et donc, d'une certaine manière, euh, j'ai cité Diamond, Schwarzman, mais on pourrait citer Musk surtout, d'une certaine manière, font reculer quand même, font reculer la prise en compte des enjeux ESG aux États-Unis. Ça, c'est un vent très gênant pour nous. Euh, et en France, on n'en est pas en reste, puisque quand même, on a toute une frange aujourd'hui tirée par le Rassemblement national qui a mis ce sujet en tête de son programme. Et du coup, on a vu que le gouvernement était très gêné. La PPE n'a pas été publiée. Tout ce qui devait être fait sur les sites les plus polluants a été retardé. Enfin, là, il y a un stop important dans la politique climatique en ce moment, dû au contexte politique. Voilà. Alors, bon, quand même, je dirais qu'il y a d'autres choses qui se passent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Yann nous en parlera, mais sur l'électrification automobile, les échéances semblent se confirmer. Le reporting se met en place. Je citerai tout à l'heure une étude qui est sortie en montrant que les Big Four avaient eu tous les mandats. Et en gros, ça veut dire que les directions financières, bon, bah, aujourd'hui, associent l'audit extra-financier et les commissariats aux comptes. Et là, il n'y a pas de doute, il y a quand même une tendance qui se fait. On cherche à ouvrir une mine de lithium dans l'Allier, vous le savez, c'est Imerys qui fait ça. La consultation est en cours. Ça va être
Est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est vraiment là un travail qui doit se faire politiquement pour faire accepter les contraintes de la durabilité. C'est pas évident. Je voudrais citer quand même un peu dans ce contexte aussi le rapport de la Cour des comptes sur les politiques des entreprises publiques françaises, hein, sur ce qu'on appelle l'Agence des participations de l'État, qui dit votre approche RSE, vous, État français, est très sommaire. Le rapport est très intéressant parce que il montre que en fait les raisons d'être ça sert à rien, que les entreprises ne les appliquent pas, que il n'y a pas d'indicateurs consolidés, etc. La critique par la Cour des comptes de la politique des entreprises publiques françaises est absolument vraiment très, très nette, très claire. Et je pense qu'il faudra en tirer des leçons. Bon, peut-être que Yann nous parlera de Bicorp. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un label. Enfin, ils essaient de revoir un peu les choses et de retrouver une dynamique en Europe, mais un label quand même qui reste quand même dans la doctrine américaine et qui est très gênant. Mais je cite les efforts qui, en ce moment, existent. Alors, nos institutions sont à la peine, c'est clair. On voit qu'aujourd'hui, les Américains reviennent sur l'accord OCDE sur la fiscalité minimum, sur la partie qui était sur les surprofits, c'est très gênant. Pour autant, bon, les fameux projets de taxes Zuckman et autres sur les multinationales montent au G20. Bon, il y a des discussions qui ont lieu, mais tout ça prend un temps fou. Bon. Le dernier forum de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs de développement durable montre quand même il y a simplement 17% des objectifs qui ont été, qui sont dans la trajectoire de 2030. Hein. Donc, on n'y est pas. Je Le débat est très important aujourd'hui sur l'eau avec la question des polluants éternels. Ça remet en cause énormément de politiques et de financement. Et de financement. Ça, c'est un des gros sujets qui est monté très fortement. En France, on a, suite à la loi ZAN sur le zéro artificialisation, aujourd'hui beaucoup de conflits avec la demande de terrain pour l'industrialisation et l'autorité environnementale s'en soucie en disant bah, il faut que vous trouviez des modes de conciliation. J'ai noté, enfin, vous avez peut-être vu passer l'information aussi sur le fait, c'est assez étonnant que ce soit l'UNESCO, qui n'est pas la FAO qui s'en occupe, et l'UNESCO se lance dans une grande évaluation des sols qui sont dans le monde, hein, qui sont dans un état très délabré. Voilà. Alors, je pourrais citer d'autres organisations et d'autres situations, mais je voudrais aller un petit peu vite sur quelques autres points. On a, donc, je le disais, en France, euh, on a publié, alors, non pas la PPE, la programmation énergétique, mais le plan énergie-climat qui est quand même sorti, mais avec un artifice qui est très français, c'est qu'on a mis dans les objectifs de renouvelables le nucléaire. Bon, on a considéré que le nucléaire était une énergie renouvelable, donc on avance avec ça. Bon. Pour ceux qui connaissent Pierre-Noël Giraud, qui est un de nos meilleurs intellectuels et économistes sur tous ces sujets, il a publié à l'occasion des JO quelque chose d'intéressant sur un peu la réflexion sur la façon dont il se met en place du point de vue social ou environnemental. C'est toujours une contribution intéressante. Et l'étude de BWA, elle est intéressante, elle justifie la CS3D en montrant que quand même, la plupart des entreprises ne peuvent pas, n'affichent pas de bons résultats sur la question des droits humains et l'éthique et autres. Et donc, le devoir de vigilance n'est pas un texte superfétatoire aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques initiatives aussi qui se passent. On a en France une crise avec Novetic, c'est dommage parce que c'est un acteur très très important. On espère qu'il va s'en tirer en gardant à la fois son indépendance et son utilité. Il y a un conflit aujourd'hui intéressant chez EDF. Beaucoup de salariés se sont mobilisés, ne veulent pas travailler sur le projet NEOM, vous savez, qui est le projet d'Arabie Saoudite. Voilà. L'ARCOM, qui est l'autorité sur la régulation des médias, a également pris une décision très forte en disant à CNews, vous ne nourrissez pas le débat correct sur le climat. Vous donnez la parole de manière unilatérale aux climato-sceptiques et donc ils ont publié un avertissement à l'égard de CNews. C'est une sanction qui est quand même significative. Il y a des bonnes choses que je voudrais signaler pour terminer, pour avancer. Le lancement de cette nouvelle coalition Mission
2025 par Christina Figueres, qui essaie de remettre un peu les acteurs, ils sont nombreux, un peu en synergie. En France, un travail qui se poursuit sur les, les éco-organismes. Il y a eu un rapport de l'ensemble des inspections pour dire il faut remettre beaucoup d'ordre et de meilleure gouvernance dans ce domaine. Très bon rapport d'AXA, peut-être Arnaud, on en parlera tout à l'heure, euh, qui revoit sa feuille de route dans un sens assez volontariste à nouveau, euh, qui est intéressant. Et il y a aussi un rapport de l'IDRI sur le contrat social pour le 21e siècle, qui est un vrai travail de fond en montrant qu'il faut passer du normatif au contractuel, ce qui est une de mes thèses, une thèse qui m'est chère. Voilà. Il y a eu, à l'occasion des élections, des prises de position politiques des milieux économiques, que je signale, les entrepreneurs des Hauts-de-France, le CJD, le Club des 30, qui regroupe les 30 grandes directions financières et autres. Voilà. Et puis, une initiative très, très significative de l'autorité de la concurrence en France qui dit, pour améliorer la chaîne de valeur, pour faire passer des objectifs communs de développement durable, oui, nous, autorité de la concurrence, nous pouvons faciliter les dialogues et les discussions entre entreprises qui ne seront pas considérées comme des ententes. Ça, c'est vraiment une doctrine que Benoît Cœuré, le patron de l'autorité de la concurrence, a fait émerger et qui est vraiment une nouveauté. Je termine sur les quelques bouquins. J'en ai sorti trois livres intéressants que je signale toujours. L'un sur le rapport un peu populaire et pas trop élitiste à l'écologie d'Erwan Routy. Un travail d'un l'américain Jason Moore sur l'écologie monde et le capitalisme, et qui est une fresque qui est très stimulante. Et puis, dans Philonomiste, qui est un site de Philo Magazine, qui s'intéresse à la façon dont l'entreprise travaille, justement, sa réflexion interne sur ces questions et sa culture interne. Voilà. Alors maintenant, ces quelques signaux et ces quelques éléments d'actualité qui vont à la fois des débats politiques très profonds que nous vivons jusqu'aux quelques initiatives que, qui nous permettent de garder un peu d'optimisme. Je voudrais passer la parole à, pour moi, la personne qui est un des meilleurs observateurs de ce qui se fait en Europe. D'abord parce qu'il y a contribué depuis des années à travers CSR Europe et qui aujourd'hui, en tant qu'interface des institutions européennes et avec les entreprises, voit bien comment la nouvelle Commission européenne, présidée par Madame von der Leyen, renouvelée hier, euh, prépare son agenda, les tendances que nous avons exposées ici aujourd'hui entre les dilemmes économie et Green Deal. Donc, Yann, merci d'être là et merci de nous éclairer sur comment tu vois à la fois le redémarrage de l'institution européenne, les points de départ, les remises en cause éventuelles et surtout l'horizon pour mobiliser nos entreprises et faire qu'on ait une Europe qui soit à la fois compétitive et durable. Merci Yann. Merci Patrick, un tout grand merci et merci d'être présent avec vous tous. D'abord, je commence par quelques mots d'excuses. Il se pourrait que, et il se fera que j'utilise des mots en anglais. Le français n'est pas ma langue naturelle pour exposer sur les On te sujets sur défend bien. lesquels je travaille. Donc, désolé pour ça à l'avance. Ce n'est pas pour être pédant ou quoi que ce soit, c'est simplement par manque de capacité dans la langue française. Non, non, non. Alors, C'est une euh, coquetterie. C'est une coquetterie. alors, en fait, il y a un mot que j'ai envie de prononcer, un ou deux mots pour, en tout cas, traduire ce qui m'habite actuellement par rapport à tous ces enjeux décrits par Patrick, mais les 5 dernières années d'un agenda européen sur le Green Deal, et puis ce qui se trame pour, je dirais, les 5 prochaines années. Ce mot, ça a été prononcé, je pense, par Sœur Emmanuel, Yalla. D'autres pousseraient un cri Alléluia en disant, mais purée, on y est arrivé. C'est-à-dire que ce qu'on peut quand même observer actuellement, malgré tout, malgré toutes les crises, crise financière, sociale, Covid, Ukraine et j'en passe, il y a eu un maintien de cap sur
ce qu'on a appelé le Green Deal. Et ce n'était il y a que 5 ans d'ici que 30 grands leaders de la société civile européenne, représentantes des syndicats, des employeurs, des ONG vertes, des ONG sociales, les scientifiques, les académiques, les écoles, les professeurs, les entreprises, les industriels, 30 leaders de la société civile ont été enfermés pendant 2 ans avec seule autorisation de réouvrir les portes lorsqu'il y avait fumée blanche par rapport à un accord entre les acteurs de la société civile pour doter l'Europe d'une stratégie européenne sur le développement durable, qui a été labellisée Green Deal. Donc, il faut savoir que pour une fois, ce n'est pas quelque chose qui s'est tramé en chambre à Bruxelles, comme on dit. Non, non, il y a eu d'année en année jusqu'une montée en puissance par les leaders de la société civile pour s'accorder à la fois sur l'esprit, mais aussi sur quelques propositions clés qui ont été inscrites ensuite dans le Green Deal. Green Deal qui a été maintenu, comme je disais, malgré, je dirais, les tornades, les tempêtes que l'Europe a vécu, vit et continuera à vivre. Et le fait qu'il y ait une réélection de celle qui a porté ce portefeuille du Green Deal, même s'il avait été préparé à l'époque par les équipes de Franz Timmermans et d'autres, elle a été réunie, oui, certes, sur un discours qui pourrait être plus tempéré, parce que voilà, elle est une politicienne qui s'adapte en fonction des élections et des majorités et de l'équilibre politique qui se redessine au cœur du Parlement européen et qui se dessinera au cœur de la Commission européenne. Donc, elle est assez habile, mais il y a le maintien d'un cap. Euh, donc, voilà, ça c'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel moi je suis. On y est arrivé au sens où, au bout de 30 années, je dirais, de réels combats, euh, ou des entreprises, et je ne dirais pas les entreprises, j'aimerais utiliser la parole de Jacques Delors, qui parlait pas des entreprises, mais toujours des hommes et des femmes d'entreprise. Pendant 30 ans, des hommes et des femmes d'entreprise ont créé un mouvement, une espèce de collégialité, pour faire remonter une masse critique à la fois de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques d'entreprise sur les enjeux du durable. Conjugué à un dialogue permanent de ces hommes et femmes d'entreprise qui montaient sur Bruxelles, y compris des hommes et des femmes de petites et moyennes entreprises, qui montaient à Bruxelles pour être en dialogue avec les syndicats, les employeurs surtout, les plus difficiles, les plus conservateurs en fait, avec les autorités politiques européennes, avec. Donc, création d'une masse critique donc qui palliait, si je puis dire, ce qui était avant des statements, des positions. Non, c'était la réalité de terrain, c'était la poussière sur la chaussure qui comptait plus que les grands textes ou les compromis euh, tièdes qui participaient au dialogue permanent. Et il y avait du côté aussi de César Europe cette volonté, puisque nous sommes nés de Jacques Delors, il était à l'initiative avec une poignée de patrons et patronnes d'entreprise il y a 30 ans, il y a toujours eu une volonté d'être une force de proposition. Je n'en citerai que trois. La première CSRD, qui était la Non-Financial Reporting Directive Ouais. de M. Barnier, a été coécrite par 4-5 personnes à la Commission et quelques acteurs de la société civile. Il y avait le Global Reporting Initiative, il y avait César Europe, il y avait la société civile représentée par une organisation fédérative et un tout petit peu des syndicats européens et étaient autour de la table, mais bouche cousue, euh, Business Europe pour les employeurs européens, en disant finalement, nous ne sommes pas d'accord, mais on vous laisse travailler et on est observateur. Nous avons aussi été force de proposition pour la création de Erasmus Pro, 30 ans après l'Erasmus pour l'ensemble des étudiants des universités à avoir une mobilité de longue durée à travers l'Europe.
nous avons co-créé avec la Commission européenne Erasmus Pro pour les jeunes apprentis et en formation professionnelle. Il fallait penser à la réindustrialisation de l'Europe, mais avec une qualité d'enseignement du professionnel et du technique si pauvre, si désertique, il a fallu commencer à être tactique, repenser un investissement, mais aussi une réforme européenne sur la formation technique et professionnelle et sur les conseils de Jacques Delors et ses équipes qui ont créé Erasmus. Nous avons travaillé sur l'élaboration avec la commission de cet Erasmus Pro très tactique, à la fois très pratique et très tactique. Et nous avons également contribué très fortement à la méthodologie, mais aussi au contenu de ces 2 années de travaux avec la société civile européenne pour euh, se mettre d'accord sur une stratégie développement durable 2030 pour l'Europe devenue la Green Deal. Alors, je n'ai pas mes slides ici devant moi, mais c'est pas grave. Euh, On va les passer. Mao, vous pouvez les faire défiler, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça, voilà. C'est bon? si vous voyez toujours, moi j'ai un écran blanc devant moi, mais voilà. Ah, nous, on les voit, voilà. Ah, Shifting d'accord. lens. OK, Voilà. super, ça va. Alors, donc ça, c'était pour dire, voilà, finally, euh, il y a eu un véritable shift avec ce que j'appelle la normalisation de cette masse critique que j'appelle la coutume qui a été élaborée et qui est montée en puissance depuis une trentaine d'années à travers tous des réseaux nationaux, même régionaux et locaux, à travers ce dialogue permanent que j'ai évoqué et à travers aussi cette force de proposition qui a été la marque de fabrique aussi de César Europe. Euh, 30 ans qui ont permis d'accompagner politiquement ce que j'appelle cette normalisation, et j'y toucherai bien sûr un mot dans quelques instants. Alors, oui, au niveau international, l'Europe joue ce rôle de level playing field, comme on dit en anglais. Un point qui nous heurte un petit peu, c'est l'accent qui a été mis presque à 100% sur la responsabilité individuelle des entreprises, comme si, je dirais, euh, les problématiques liées au climat, à la nature et à l'inclusion sociale ne dépendaient que de la responsabilité individuelle des entreprises. Il y a, pour César Europe, nous le clamons haut et fort depuis certaines années, ce qu'on appelle un duty to collaborate. Il y a un devoir de Voilà. collaboration dont l'impact permettra de répondre aux enjeux dont les magnitudes sont telles que l'impact et l'addition des responsabilités individuelles et des actions individuelles ne permettra pas d'atteindre cet impact. Donc, il y a un vrai devoir de collaboration et nous pensons qu'il est du rôle d'un arbitre ou d'une commission européenne à être le facilitateur de ce genre de collaboration. Il existe, par exemple, des collaborations qui sont menées par les Européens. Je cite Drive Sustainability. C'est une plateforme avec 18 constructeurs d'automobiles qui lient leurs forces pour être beaucoup plus efficaces ensemble et être cohérents sur leur devoir de vigilance par rapport aux milliers de fournisseurs qui existent de par le monde, et notamment avec cet accent mis très fortement sur les matières, Oui, euh, les matériaux, hein, les raw oui. materials, etc. Minerai. Oui. L'Europe a des savoir-faire, malheureusement, il y a comme une espèce de gêne qui existe encore à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, pour investir dans ces collaborations qui sont internationales, mais drivées par les Européens. Alors que ça ne pose aucun problème au gouvernement chinois de faire appel à César Europe ou à Drive Sustainability pour les aider au Congo ou ailleurs sur une gestion plus durable, notamment des mines, ça ne gêne pas non plus USAID de faire appel aux Européens ainsi qu'aux Japonais. Mais pour les Européens, ça paraît plus difficile de travailler avec, si je puis dire, leurs Concurrent. leurs propres euh, acteurs et entrepreneurs. Je ferme la parenthèse. L'accent qui est mis sur la responsabilité individuelle, oui, mais c'est beaucoup trop limité. Il faut un devoir de collaboration que la Commission pourrait soutenir. Si je passe au slide Suivant. suivant, ici, j'aimerais simplement acter le fait qu'il y a quelques semaines, César Europe, au bout d'une année de travail, avec tous ces hommes
tous ces hommes et toutes ces femmes d'entreprise, avec des parties prenantes, un dialogue permanent, a mis sur la table un manifeste des entreprises pour euh, a a Just Industrial Transition, donc qui fait la demande à l'Union européenne de renforcer le Green Deal par un Industrial Deal, pour qu'il soit à la fois plus proche des réalités de terrain, mais qu'il puisse aussi conjuguer le green avec le social. Il n'y aura pas de résultat par rapport aux ambitions 2050 d'être le continent, le premier continent neutre au niveau carbone, si on n'adjoint pas une ambition d'être aussi le continent le plus inclusif. Sans une équité sociale, on n'arrivera pas aux objectifs sur l'environnement ni sur le climat. Donc ça, c'est un vrai cri qui est poussé par des chefs d'entreprise déjà il y a 2, 3 ans. Je renvoie également vers le World Business Council for Sustainable Development, et peut-être que dans euh, ton diagnostic, Patrick, tu pourrais regarder sur ce rapport qui est sorti Oui, il y a un an par une de leurs commissions qui s'appelle le Business Commission Tackling Inequalities, oui, combattre des inégalités, et où un rapport décrit comment les entreprises peuvent attaquer le risque systémique du phénomène d'exclusion qui grandit et qui n'est que, euh, euh, dont je dirais les élections avec l'extrême droite et l'extrême gauche en sont le miroir. oui, Je pense que c'est une interprétation qui n'est pas tout à fait fausse. Mais donc, voilà un manifeste euh, qui fait 5 propositions. L'Union européenne, nous pensons, devrait investir dans une alliance de l'industrie sur la prospérité inclusive, sur la transition juste. Et il se fait que, en un an de temps, 2 feuilles de route se sont euh, mis, je dirais, en branle côte à côte, une feuille de route pour les gouvernements européens sur la transition juste, d'une part, avec une feuille de route définie par des entreprises et pour des entreprises sur la transition juste également. Et la Commission européenne est venue faire son écolage dans toute une série de réunions où les entreprises réfléchissaient comment se fixer une feuille de route avec aussi une boîte à outils européenne pour les entreprises sur la transition juste. Et il se fait que la connexion s'est faite sur les standards européens de reporting que vous connaissez tous. Les 4 standards sur le social sont exactement les 4 mêmes que se sont définis les entreprises en axant l'ensemble de leurs efforts sur 4 parties prenantes: les employés, le workforce, les travailleurs dans les chaînes de fournisseurs, les communautés, les communities et les customers. Ce sont les 4 mêmes qui sont dans la feuille de route des entreprises que celles qui sont dans les ISRS, les standards sur le reporting durable des entreprises. Et donc, on peut se parler. Et ça, c'est quand même extrêmement important puisque dans ce que les entreprises proposent, ils y vont aussi de ce qui est beyond compliance, hein, pour éviter que les directeurs de la RSE ou les directeurs de développement durable ou les Chief Sustainability Officers, hein, qui se conçoivent comme étant des agents de liaison, de liants, des créateurs, des intrapreneurs, éviter qu'ils deviennent des comptables et des gens qui tiquent la boîte par rapport à cette avalanche de régulation qui tombe sur la tête des entreprises. C'est une avalanche pour ceux qui se sont préparés très tardivement. C'est plus digérable pour ceux qui se sont déjà mis parce que c'était le common sense, c'était le bon sens pour une hygiène d'entreprise plus performante, saine. Euh, mais donc, voilà. Donc ça, c'est une première chose qui est de demander, euh, soutenir une alliance européenne de l'industrie sur la transition juste. Et puis, nous demandons, dans cette logique de devoir de collaboration, nous demandons à la Commission européenne de venir en soutien à la création d'alliances sectorielles, secteur industriel, sur le devoir de vigilance. Qu'il oui, y ait une régulation qui indique la direction, oui, mais il faut que le secteur se responsabilise par rapport à
équiper les milliers d'entreprises qui font partie de ce secteur par rapport à tous ces enjeux. Une loi ne suffit pas, il faut des mesures d'accompagnement, il faut du sur-mesure par rapport aux problématiques géographiques qui sont différentes les unes des autres, par rapport aux différents risques au niveau des droits humains liés à chacun des matériaux, par exemple, etc., etc. Ça s'est fait au niveau des Pays-Bas, ça s'est fait au niveau de l'Allemagne, ça s'est fait sur certains secteurs. Cela marche, c'est difficile, mais cela marche et il faudrait pouvoir étendre cette culture de collaboration sectorielle. Nous demandons aussi une taxonomie sociale, mais dont nous ne nommons pas taxonomie, mais un Social Investment Framework. Il y en a un sur le climat et c'est une espèce d'usine à gaz. Il y en a un sur l'environnement, mais il faut absolument enclencher la vitesse pour qu'on ait également une taxonomie sociale, pour qu'il y ait un message clair aux investisseurs pour drainer des capitaux vers ou en soutien des efforts d'inclusion, d'équité des entreprises. C'est absolument impératif, sinon le message est faux, est erroné. Troisième chose, ou plutôt quatrième chose, c'est que au-delà de ce qui s'est passé ces 20 dernières années, à savoir l'appropriation par les entreprises d'une approche climat scientifique pour se doter de targets, d'indicateurs et autres, il faut qu'en même temps, les entreprises s'approprient aussi une approche de human science approach. Et il y a les fondations, il y a un embryon d'un GIEC non pas sur le climat, mais également sur le comportement humain. Sans comprendre mieux le comportement humain, on peut développer des très belles solutions, offrir cela sur les marchés, mais le citoyen, s'il bloque, il bloque et on rate la coche et on perd du temps. Donc, cette double approche scientifique climatique et scientifique humaine nous semble essentielle. Et enfin, dernière chose, 40 ans après la création du dialogue social européen, qui est un législateur, nous proposons, face à la complexité des enjeux, qu'il y ait beaucoup plus d'intelligence autour de la table et qu'à côté du dialogue social européen, il y ait un dialogue sociétal européen. Nous avons montré pendant 2 ans qu'il était possible de se mettre d'accord entre BirdLife et Business Europe. Ça a été possible, donc ça doit être possible. Hmm. Euh, Si je peux, je terminerai Oui, juste par un slide. Euh, next, Mao. Donc oui, voilà. voilà, simplement pour dire qu'il se crée actuellement, vraiment dans les semaines qui viennent de se passer, et cet été et dans les semaines qui suivront après la rentrée, il se crée au niveau européen un réseau des CSOs, les Chief Sustainability Officers. C'est un pas, je pense, au-delà des managers et des directeurs RSE. Ce sont ceux qui ont ce job impossible de tenir à la fois la main du board qui veut une création de valeur, y compris à travers le développement durable, pendant que d'autres équipes, les achats, euh, les ressources humaines, etc., travaillent sur la gestion des risques et le lien entre gérer des risques et création de valeur, euh, c'est encore assez compliqué. Mais donc voilà le métier quasiment impossible où les Chief Sustainability Officers devraient être également les interlocuteurs des instances européennes parce qu'ils auront ce savoir-faire de ce que j'appelle moi les trade-offs. Hmm, Où hmm. est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on désinvestit, où est-ce qu'on met les priorités. Et donc, ils sont ceux qui, généralement, font la synthèse et ils devraient pouvoir être ceux qui témoignent de la pratique, de la schizophrénie parfois qu'ils doivent vivre au sein de leur entreprise par rapport à lier du climat, de l'humain et de l'environnement, tout en étant compétitifs sur un marché euh, qui est caractérisé par un énorme stress. Bon, hein, Ouais. l'Europe entre les Américains et les Chinois, je ne vous fais pas l'image. Je terminerai simplement donc par dire qu'il y a une Oui, réflexion qui se fait du côté de la Commission et du côté de ces Europes pour dernière slide, avoir un Mao, s'il te plaît. dialogue qui Voilà. permettra, et j'en termine par là, qui permettra de réfléchir des politiques et surtout des régulations plus effectives, plus pratiques, comme nous appelons en anglais workable,
Mhm. est plus prédictive. Et donc, il y a déjà aujourd'hui les enjeux sur les lois de la déforestation, du travail forcé, qui se rajoutent, je dirais, à ceux sur les raw materials, qui se rajoutent aux devoirs de vigilance, etc., vont être un sujet de discussion, la CSRD et les standards aussi, mais arrive très prochainement la loi européenne sur le greenwashing, Oui, voyons, et il y a aussi, ne l'oubliez jamais, et mettez ça comme une chaussure, comme un caillou dans votre chaussure, la responsabilité des entreprises et un comportement transparent et responsable des entreprises sur les taxes. oui. On a tous applaudi les infirmières et tous les métiers cachés pendant le Covid. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, mais ils sont toujours, je dirais, aussi désœuvrés par rapport à ce qui serait nécessaire pour avoir des services de base. Et ce n'est pas en France que je dois l'expliquer, où les enjeux de mobilité par rapport à l'accès aux soins, aux écoles et autres services de base est essentiel et a été démontré dans les élections comme étant un grave, grave problème. Voilà, j'en termine là, mais ce réseau se met en place et donc celles et ceux qui en France souhaiteraient être proactifs au niveau européen, eh bien, on pourra en discuter avec Patrick sur comment on pourrait le faire. Bravo. Merci Yann à nouveau de nous avoir rappelé les fondamentaux et l'impulsion nouvelle que l'Europe va avoir. Ton propos est aussi l'expression de l'esprit de Bruxelles, hein. C'est-à-dire qu'il y a une culture aujourd'hui qui est irréversible, me semble-t-il, qui est pragmatique pour s'adapter aux difficultés, mais qui a une impulsion déterminée. Bon, bravo. Et je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre la compétitivité et la durabilité. Alors, on va suivre ça. C'est rassurant ce que tu nous indiques là, ce tableau sur le contexte européen, parce que on montre notre résilience et plus que ça, notre volonté en fait, de faire avancer notre modèle. Bon. Arnaud, je vais te passer la parole pour distribuer les questions à Yann sur ce contexte-là, qui méritait d'être redit, réfléchi et qui nous sort un peu de nos traumatismes français de ce point de vue-là, parce qu'il se met dans une dynamique européenne qui est quand même encourageante. Euh, Est-ce que tu as, Arnaud, donc des Oui, questions que je te laisse alors j'ai peu de distribuer? questions et je me suis permis d'en ajouter, mais n'hésitez pas à en poser dans le chat. Merci Yann pour ces précisions. Alors, la question posée que je vous restitue, ça porte plutôt sur le Green Deal et dans la mesure du possible, le premier bilan qu'on pourrait en tirer, même si l'encre est encore à peine sèche. Mais est-ce qu'on est déjà en mesure de dire que ce Green Deal a été utile? Est-ce qu'il y a même des éléments chiffrés qui démontrent les bénéfices qu'il peut apporter? Et pour nuancer ou approfondir cette question, pensez-vous, avec le recul que vous avez et l'angle très entreprise, que les textes fondamentaux qu'il a apportés, je pense notamment à la CSRD, la CS3D, pour ne citer qu'elles, sont ou seraient les meilleurs éléments de mobilisation pour les entreprises? Quand on voit la levée de bouclier qu'il peut y avoir encore sur les entreprises de taille plus petite, alors on n'a pas forcément, moi j'ai pas le regard sur d'autres pays, mais on peut pas dire que ce soit des textes qui tous ont été accueillis les bras ouverts. D'accord. Grand merci, euh, Arnaud. Euh, le, le bilan du Green Deal, euh, je crois, se situe, comme Patrick l'a dit, au niveau d'une culture et de l'esprit. Je crois qu'il y a eu véritablement un avant et un après Green Deal. C'est ce que je remarque. Il y a, par exemple, au niveau des discussions, des dialogues qu'il y a entre des réseaux d'entreprises, euh, le Bureau européen de l'environnement, qui est une alliance d'ONG en Europe sur les enjeux de l'environnement, euh, la qualité du dialogue qu'il y a avec le forum social, avec le monde académique et scientifique. Il y a vraiment un upgrade au niveau de la qualité du dialogue et de la culture et à s'estimer par rapport aux intelligences différentes que nous avons les uns les autres, en sachant qu'elles doivent être mises ensemble pour vraiment affronter et aider le politique européen à parfois oser franchir le pas. Combien de fois nous n'avons pas écrit à des parlementaires
euh, pour dire, pour prononcer le mot audace. Il y a une fenêtre de tir, comme on dit, je crois en français, qui était cette législation. Nous savions qu'avec les montées des extrêmes, le prochain Parlement, la prochaine Commission et le prochain Conseil des gouvernements aura beaucoup moins, je dirais, d'opportunités à faire passer ce qui est passé. C'est pour ça que j'ai créé ce mot Alléluia ou Yalla, ça y est, au moins l'ambition est mise, il y a une direction. Et quand on va vraiment en profondeur dans un certain nombre de régulations, c'est sûr qu'elles vont agir comme du poil à gratter aux entreprises. Mais c'était la même chose avec REACH sur la Mm. chimie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu des vents Oui. debout, des, des En 10 combats? ans. Et aujourd'hui, les mêmes qui combattaient sont les premiers à dire continuer le développement de REACH. C'est ce qui nous rend compétitifs. Mm. Et c'est exactement ce qui va se passer avec cette nouvelle génération de régulation européenne. Bien sûr que c'est du poil à gratter, mais c'est comme tout. Il faut pratiquer comme un sport ces normes. Il faut absolument veiller à ce que ces normes soient utilisées non pas ou ne soient pas monopolisées que par le département des affaires juridiques d'une entreprise. Il ne faut absolument pas que les entreprises payent cher des consultants pour écrire leur rapport aux normes de la CSRD et aux autres normes. Je me mettrai presque à genoux pour que ça ne se fasse pas, mais ça se passera bien sûr, je ne suis pas naïf non plus, mais pour que ces régulations, et je cite ici, je cite des mots employés par des gens avec qui nous travaillons, qui sont ces hommes et femmes d'entreprise de l'intérieur, qui disent, nous utilisons les réglementations européennes comme des leviers de transformation et d'accélération. Grâce à elles, nous pouvons accélérer ce que nous avions nous-mêmes déjà défini comme ambition et comme objectif. Merci l'Europe. Même des entreprises qui sont les top mondiaux sur l'énergie nous disent, ce n'est qu'avec ces régulations venues de Bruxelles que nous avons été chercher nos équipes développement durable qui étaient au niveau -3 dans les bâtiments, au niveau 12 où se situent les bureaux du CEO. Mhm. Donc, il y a véritablement là un bénéfice qui a été, je dirais, atteint. Maintenant, loin d'avoir réussi l'impact. L'impact nécessite que les entreprises et les praticiens d'entreprise, pas seulement les porte-paroles qui travaillent sur des positions et sur lesquelles on négocie sur des points et des virgules, non, il faut de nouveau cette masse critique de praticiens, et notamment à travers ce réseau des CSOs, pour bien faire comprendre et ne rien cacher des difficultés qui se posent aux entreprises, mais qui permettent aussi de dire, regardez, vos régulations ont aussi été des drivers, des leviers d'opportunité Mhm. pour être plus compétitif, comme dit Patrick. Ça ne s'oppose pas du tout. Mhm. Et vive Est-ce la que, compétition sur le durable. Yann, est-ce que les deux textes, CSRD et CS3D, ont une application aux entreprises dites étrangères, c'est-à-dire celles qui sont d'origine étrangère et qui agissent en Europe? Est-ce que tu as le sentiment que cette percée institutionnelle qui est très forte, parce que là, on va régir nos concurrents chinois, américains et sur le sol européen à travers ça. Est-ce que ça, c'est bien ancré? Est-ce que ça, maintenant, c'est un acquis qui est irréversible? Pendant longtemps, l'Union a hésité à obliger les entreprises internationales à suivre des règles qu'elle imposait qu'aux Européens. Là, on a fait un saut politique, géopolitique même. Est-ce que tu penses Oui. qu'il est de nature à améliorer le level playing field, c'est-à-dire à mettre les conditions de concurrence à égalité? Oui. Euh, alors, oui, dans le texte, Oui, oui, dans la volonté politique, mais, oui, non, je ne vais pas dire mais. Et qu'est-ce qui reste pas du travail à faire? Par exemple, je suis très concret, il y a une norme sur le travail forcé. oui. On sait tous que derrière cela, on vise le Xinjiang, pas seulement bien sûr, mais ça a été quand même aussi un des moteurs de cette régulation sur le travail forcé. Mais est-ce que vous pensez qu'il est facile de réunir, même dans un non-meeting, certains membres du Parlement
avec la Commission européenne et des entreprises pour dire, et comment est-ce que nous faisons, nous, les Européens? Parce que les Américains, ils ont la solution, ils ont des brands, des logos tellement grands qu'une seule entreprise peut dire, je me débarrasse de mes fournisseurs au Xinjiang pour Mhm. m'opposer à cette politique inhumaine Mhm. euh, Oui. menée par le gouvernement chinois. Donc là, nous avons encore un peu d'immaturité sur nous mettre ensemble et dire quelle serait une approche européenne pour que des entreprises qui voudraient agir n'en subissent pas les conséquences qui sont directement des menaces sur des hommes et des femmes en Chine. Mhm. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne voie à l'européenne? Donc ça, c'est une chose. Euh, et puis, moi, j'attends sûrement euh, un premier bilan sur comment se préparent les autorités portuaires et des douanes pour arrêter des produits qui seraient embarqués sur des bateaux ou sur des avions vers l'Europe et qui seraient teintés de déforestation ou de forced labor. Là, Mhm. c'est quelque chose de tout à fait nouveau au niveau européen. C'est l'Europe qui montre qu'elle n'est pas un bisounours. Elle montre ses dents et elle dit, écoutez, faire des affaires avec nous comporte un certain nombre d'obligations chez vous et vous allez devoir vous adapter à cela. Point final. Donc, ça, c'est quand même un énorme changement par Mhm. rapport au passé où vous pensez qu'à Ouais. travers le commerce, tout ça se ferait naturellement? Ben non, pas du tout. Mhm. Euh, Ouais. Autre question, Alors oui, Arnaud? quelques questions sont tombées vous interpellent sur. Alors vous avez présenté les propositions que vous soumettez, que vous allez soumettre, j'imagine, à la nouvelle commission et aux nouvelles instances européennes. Deux points sont soulignés sur des interpellations. La première, c'est la place de la formation. Alors, cette question n'émane pas de nous, organismes de formation, mais d'un participant. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un enjeu de formation déterminant pour que les personnes en entreprise, mais pas forcément le cas, mais on parle d'elles, puissent se mettre au niveau et comprendre les enjeux? Et puis un autre sujet tout aussi critique, c'est la capacité à coopérer avec les pays du Sud. Alors évidemment, on a un centrisme européen de par notre position, mais au niveau européen et vous, au niveau d'un réseau d'animation d'entreprises engagées et probablement de CSO demain, est-ce que vous étudiez la capacité à propager et à coopérer avec d'autres réseaux qui seraient en dehors d'Europe? oui, je prends tout de suite la dernière question. Je reviendrai bien sûr à la précédente aussi. Oui, depuis de très longues années, nous avons des liens forts avec des réseaux en Amérique latine. Euh, et ça a commencé avec, au Brésil, l'organisation qui s'appelle Ethos, Mhm. et qui est presque un réseau frère ou sœur européen, en ce sens que ils ont pris une approche très euh, inclusive au niveau du dialogue avec les parties prenantes. Donc, nous sommes nés avec une ADN où les enjeux, les problématiques qu'on traitait devaient avoir une approche multi-intelligence. euh, et nous avons remarqué ça de la même façon au Brésil. Nous travaillons très fortement en Chine avec euh, l'organisation qui s'appelle Golden Bee CSR China, qui est maintenant, je crois, le plus grand réseau au monde, Ouais. comparé même au World Business Council ou à BSR aux États-Unis ou à B Corp aux CES Europe et d'autres. Euh, et nous avons une collaboration, nous avons commencé une collaboration, je dirais déjà à la conception même de ce réseau qui cherchait un partenaire européen et aucun autre. Euh, et nous avons collaboré maintenant depuis 2005 exactement, donc ça fait près de 20 ans. Et voilà un réseau que je recommande et qui est très pragmatique, qui est aussi un acteur de dialogue avec le politique en Chine, avec le gouvernement chinois par rapport à une normalisation euh, d'un certain nombre d'actions ou de coutumes sur le développement durable. Et alors, nous travaillons à travers des plateformes comme, je l'ai cité, je pense, Drive Sustainability, avec une myriade d'acteurs sur tous les continents qui sont ceux qui implémentent, par exemple, euh, le assessment de milliers, plus de 130 000 fournisseurs en Europe, euh, de manière qualitative par rapport à un cahier des charges défini par les 18 constructeurs d'automobiles dans cette plateforme Drive Sustainability. Euh, euh,
Donc, on travaille avec vraiment énormément de réseaux. Et par exemple, nous travaillons aussi beaucoup sur des projets très locaux dans deux provinces dans la République démocratique du Congo, où on travaille avec les parties prenantes, avec les mines, avec les constructeurs automobiles pour qui ces matériaux sont sacro-saints pour être compétitifs, évidemment, par rapport aux moteurs électriques, euh, mais où nous constatons que des constructeurs de voitures n'ont jamais mis un pied, voire même un doigt de pied dans une mine. Et Oui, ils disent, et ils nous disent, nous avons tous les experts en droits humains dans l'entreprise qui feront que CSRD, CSDDD, on sera couvert, on sera blindé, pas de souci. On a toute l'expertise, on les a tous recrutés. Mais qui vous disent, on doit quand même vous confesser qu'on n'a jamais été dans une mine. Et dire qu'on n'est pas responsable de la du mille et unième fournisseur, je comprends cela. Mais sur des enjeux tels que électrifier l'Europe et le parc automobile européen et dire que je n'ai aucun lien direct avec une mine et avec une province dont les minerais sont aux mains de guerrillas qui tuent, oui. bon. Alors là, nous essayons de les amener sur place et de voir comment on peut soutenir des réseaux locaux euh, par des locaux et pour des locaux, et pour développer, je dirais, un écosystème où on diversifie l'activité économique pour qu'elle ne soit pas le monopole de mines, et où on contribue aussi à une demande africaine très forte qui est restez chez nous, aidez-nous à transformer les minerais et retourner avec des minerais transformés Hmm, plutôt que de les envoyer en Chine et puis on va les récupérer en Chine et on les ramène ici. Et hmm. alors, on dit, oui, 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 la géopolitique rend les choses un peu compliquées. Donc, voilà. Donc, oui, on Alors, a, sur la formation, le pacte européen pour la jeunesse, qui était tout sur Business Education Partnership, les partenariats entreprise-éducation, qui était dans beaucoup de pays un mot tabou, un mot vilain, presque imprononçable dans certaines régions. Nous avons participé à une certaine normalisation pour dire il faut un rapprochement entre le monde éducatif et de l'entreprise, sur la formation technique et professionnelle, mais pas que, aussi sur l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, oui, c'est essentiel. Et il y a eu, vous l'avez peut-être repéré, une des composantes dans le Green Deal était ce pacte for skills, le pacte sur les talents. les Et il y a eu compétences, un oui. travail remarquable qui a été fait par les équipes de M. Breton, euh, qui est de définir euh, je crois qu'il y a une douzaine, 12 secteurs industriels qui ont défini pour leur secteur quels étaient les talents, les compétences soft et hard dont elles avaient besoin entre maintenant et les 10 prochaines années pour qu'elles puissent vraiment, au sein de leurs industries, travailler sur ces enjeux de formation. Oui. Donc C'est oui, c'est extrêmement important. essentiel. Je pense que sur ce volet-là, on peut espérer qu'il y aura des initiatives, une accélération, parce qu'il y a un déficit de compétences qui a été souligné dans pas mal d'endroits. On a des compétences techniques, mais on n'a pas les compétences managériales ou les compétences humaines, comportementales, etc. Y a-t-il une dernière question, parce qu'on va vers la conclusion, Oui, je peux Arnaud? poser une dernière question. Alors, là, vous êtes un excellent observateur de ce qui se passe au niveau de Bruxelles et notamment sur les sujets de développement durable. Donc, la tentation est grande de vous demander votre avis sur faire un peu de prospective. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à observer ces 5 prochaines années, sachant que vous l'avez rappelé, on peut saluer et faire chapeau bas à Ursula pour avoir tenu le cap pendant 5 ans. Donc, c'est encore elle qui sera aux manettes pour les 5 prochaines années. Voilà, si vous deviez lire dans le mar de café, vous diriez qu'il se passera quoi dans les 5 prochaines années sur nos sujets de développement durable? Est-ce qu'on peut s'attendre à des victimes collatérales de certains textes qui étaient portés par le Green Deal? Et notamment, on a bien vu la percée de la démagogie et des extrêmes dans les élections nationales. Est-ce que ça fait naître des risques pour la trajectoire européenne, sociale et écologique? Monsieur le sage et le mage, Yann. Aïe, aïe, aïe. Voilà, horizon Ah, ah, Alors, 2030. alors, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a une, mais c'est peut-être plus une espérance. Euh, c'est que
cet enfant pauvre qu'est la politique sociale et que Jacques Delors et d'autres, Simone Veil, vraiment sollicitaient pour que l'Europe soit une vraie entité euh, inclusive et qui parle aux hommes et femmes qui habitent, qui vivent sur ce continent, cette dimension sociale a toujours été le parent pauvre. Et alors on dit oui, mais c'est parce que les conventions, les traités sont limités. Ben oui, ben, ils étaient limités, mais ça ne nous a pas empêché de créer des compétences sur le Covid qui n'étaient pas dans les traités. Bon. Alors, face aux enjeux d'exclusion, d'inégalité qui sont euh, en, en explosion dans certaines parties de l'Europe et qui créent toutes ces tensions des extrêmes, est-ce qu'on peut, d'ici 10 ans, dire que l'Europe sera dotée d'une stratégie où le green, le social et l'industriel font partie d'un même bloc, d'un même pacte? Parce que les interférences entre le social et le climat, mais sont évidentes. Si vous avez les vignes qui brûlent et que vous avez un impact économique sur une région parce que vous n'avez plus de vignes et que vous n'avez pas eu le temps de faire une transformation des cultures, mais le social, il est là. Hmm. Alors qu'on arrête de avoir euh, ce raisonnement en bloc atomisé. Donc ça, c'est vraiment un espoir que je formule. Mais en dehors de la politique bruxelloise, européenne, sur les stratégies, il y en a une que je porte vraiment à titre personnel, mais c'est au niveau des écoles et des universités. Je suis un partisan pour qu'on transforme les campus dans des campus make sense et où, Patrick, tu l'évoquais, euh, on puisse avoir des écoles et des universités qui ne célèbrent pas que des diplomations. Ça existe en France, des Oui, cérémonies de diplomation un peu à oui, l'américaine, on jette son oui, chapeau oui, en l'air, oui, etc. oui, oui, oui. Moi, je plaide pour que dans une main, chaque étudiante, chaque étudiant tient son diplôme qui dit que sa tête a été bien brainwashée, qu'elle a toutes les techniques qu'il faut, les savoir-faire qu'il faut, mais dans l'autre main, qu'elle tienne ou qu'il tienne son manifeste personnel d'un citoyen et d'un futur professionnel responsable. Parce que l'école et l'université aura accompagné le jeune dans cette prise de conscience, dans cette visite de son jardin secret où se résident ses valeurs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? C'est sacro-saint. Parce qu'être que des techniciens, ben, on contribue à peut-être rouler plus vite pour foncer contre le mur. Donc voilà, je termine là. Ça, c'est aussi une espérance que Arnaud, je... Arnaud, si tu en es d'accord, on va rester sur cet appel de C'est Yann. Je une très trouve belle que conclusion. c'est une très belle conclusion. Euh, Giving sense, knowledge and sense, savoir, savoir-être, savoir vouloir, c'est vraiment notre doxa à nous, hein. Et si on est investi les uns les autres, tous ceux qui participent régulièrement à cet échange, nos experts et, et les équipes des colleurs et autres, si on fait cet effort, c'est parce qu'on est conscient qu'une économie moderne demain ne pourra remplir ses objectifs que sur cette double dimension environnementale et sociale. Merci d'avoir rappelé ça. On est à ta disposition, Yann, pour accompagner le travail formidable que vous faites à Bruxelles, qui va revaloriser les CSO, et c'est aussi notre objectif, hein, pour faire des acteurs stratégiques vraiment reconnus. Et donc, vraiment, tu nous as donné un très bel éclairage à la fois sur on a réussi les choses, on est prêt pour le reste, on n'est pas naïf sur toutes les difficultés à surmonter, mais l'enjeu en vaut la peine et on tient quelque chose d'intéressant en Europe qui répond bien à nos interrogations fondamentales. Merci mille fois, mon cher Yann. Très bel été à vous toutes, à vous tous. On se retrouvera le 20 septembre. Hein, Mao vous enverra toutes les informations le 20 septembre. Et je pense que là, on aura un calendrier de rentrée qui sera volontariste, réaliste, mais courageux, avec plein d'audace. Voilà. Et merci à tous ceux qui y contribuent. Bravo CSR Europe, parce que vous avez fait un travail quand même exceptionnel. Et bon, mais tout reste à faire, mon cher Yann. Néanmoins, Tout à tout fait. reste encore à faire.
On Voilà, reste à jeune, on reste à jeune. Allez. exactement. Bon été à vous toutes et à vous Merci tous à toutes et et tous. au 20 septembre. Au revoir. Et Arnaud, Merci, David. merci pour toutes les, le soutien pratique. Merci. Merci Yann. Merci, Yann. À très bientôt.